La question de l'intercommunalité en campagne ou de l'intercommunalité dans les campagnes municipales, elle ne doit pas être dissociée d'une problématique générale de l'intercommunalité. Et vous disiez à l'instant que, effectivement, la tendance qui se dessine depuis un certain nombre d'années, c'est une différenciation entre la politique des problèmes et la politique électorale. La politique des problèmes et la politique électorale, c'est-à-dire la politique de la représentation et la politique de la décision. Les politiques publiques se jouent et se fabriquent à un endroit où il n'y a pas forcément directement de légitimité électorale et de légitimité démocratique. Bon. C'est un vrai problème et on pourrait d'ailleurs extrapoler ce problème au-delà de l'intercommunalité aux départements et aux régions. Un processus général de déconnexion très problématique en termes démocratiques et qui est sans doute peut-être un des éléments d'explication de la montée de l'abstention, et donc une dissociation des arènes. Alors, les travaux en sciences politiques sur l'intercommunalité sont assez critiques, assez critiques au sens où beaucoup de travaux parlent de politique confisquée, d'une sanctuarisation de l'intercommunalité qui se produit aujourd'hui avec l'idée que les politiques publiques se fabriquent à distance et à l'abri des regards des citoyens. Je dis bien à l'abri parce qu'il y a cette idée que finalement, ce qui se joue dans l'intercommunalité, c'est-à-dire parfois des logiques de tractation, de compromis, de troc, de consensus parfois un peu artificiel, tend à être occulté aux yeux des citoyens parce que finalement il y a un décalage entre le jeu des clivages municipaux et le jeu des clivages intercommunaux. Ils vont même assez loin puisqu'ils considèrent que le gouvernement des métropoles serait un laboratoire de la post-démocratie. La post-démocratie, c'est-à-dire l'idée que finalement on fabrique de plus en plus des politiques publiques loin des citoyens et loin de leurs préoccupations. Il y a 60% des citoyens aux élections départementales et régionales qui, lorsqu'ils sont rentrés dans le bureau de vote, ne savaient pas qu'ils allaient être amenés à voter 2 fois. Bon, donc globalement, méconnaissance de l'intercommunalité. Et dans les campagnes, c'est très clair, dans les réunions publiques, dans les porte-à-porte, sur les marchés, les citoyens interpellent très rarement ou assez peu les candidats sur l'intercommunalité. Côté de l'offre et des candidats, il y a très clairement une stratégie qui est d'éviter de faire des références explicites à l'intercommunalité. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression finalement qu'il y a une perte de pouvoir des communes. Les candidats ont tendance à peu mettre en avant l'intercommunalité dans la campagne, ou bien parce qu'ils pensent que les positions qu'ils adoptent dans l'intercommunalité ne méritent pas d'être présentées aux citoyens parce qu'elles sont un peu en décalage en fait avec leurs oppositions municipales, ou parce que globalement ils ont ce qu'on appelle des stratégies d'auto-imputation, c'est-à-dire que globalement ils vont avoir tendance à s'approprier au niveau municipal des politiques qui ont été menées au niveau intercommunal. Globalement, c'est qu'il y a très peu de forces politiques qui présentent une offre intercommunale, qui présente un programme au moment des élections municipales, le programme étant dans les faits, quand il existe, et souvent il n'existe jamais dans la campagne, il est bricolé et négocié une fois les rapports de force posés, les élections municipales passées. Autre élément, les médias n'abordent que très peu. On va voir que les choses ont un peu changé en 2020. Des enjeux qui sont jugés trop complexes et trop techniques. La médiatisation plus forte de l'intercommunalité en 2020 que les années précédentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé dans la plupart des villes. C'est-à-dire que globalement, on a un syndrome que j'appelle le syndrome du dévoilement. Alors qu'on pourrait, de manière ironique, appeler le syndrome X-Files, la vérité est ailleurs, qui est qu'en fait, les journalistes se posent un petit peu en juge, en opérateur d'un dévoilement, en disant, voilà, attention, on ne parle pas de ce qui est essentiel. Alors, ça peut virer parfois dans la rhétorique journalistique à une forme de complotisme. Les choses ne se passent pas là où on vous dit qu'elles se passent. Les choses se passent ailleurs. Mais qui fait que globalement, on a vu, dans la presse nationale, pas mal de papiers, dans tous les titres de la presse nationale, qui vont mettre en avant le fait que c'est un enjeu caché. C'est un enjeu occulté, c'est un enjeu essentiel mais dont on ne parle pas, et donc le journaliste va dévoiler ces enjeux. Et au niveau de la presse locale, parfois un registre donc là je parle plutôt dans les métropoles, un registre militant, c'est-à-dire que les journalistes se posent s'adossent à un idéal de transparence démocratique et vont dévoiler des enjeux qui sont cachés. Au fond, les municipales, la coulisse des élections municipales
municipales, ça serait l'intercommunalité, qui vont pointer ces réalités. Et puis, globalement, comme je le disais tout à l'heure, des journalistes qui parfois contraignent les candidats à battre leurs cartes, à se positionner, à mettre en avant des tickets ou pas, hein, métropole, ville-centre, dissociation ou pas, des cumuls. Bon. Donc la première logique. Deuxième logique, évidemment, un des enjeux, enfin une des dimensions saillantes de ces élections municipales, ça a été l'écologisation des agendas électoraux. Donc une des grandes questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que l'écologisation des agendas électoraux conduit à leur intercommunalisation, hein, ça devrait être la logique. C'est-à-dire que concrètement, dans la mesure où les enjeux de mobilité, de transport, de logement, hein, l'étalement urbain, etc., sont des compétences communautaires, la mise en avant de ces enjeux saillants dans les campagnes électorales aurait dû conduire à leur intercommunalisation. Cette écologisation, elle a aussi un effet inverse de celui que je viens d'évoquer, parce que l'écologisation des agendas, ça veut dire aussi le glissement vers une action publique plus modeste, plus douce, moins agressive, et donc qui ramène à la proximité. Il y a eu des effets d'intercommunalisation. C'est-à-dire que globalement, parler de gratuité des transports publics, ça amène à parler d'intercommunalité, mais c'est le déni ou c'est la méconnaissance qui a prévalu la plupart du temps. Donc au mieux, l'intercommunalité devient un implicite quand on parle d'écologie, mais très souvent, cette écologisation n'a pas conduit forcément à une intercommunalisation. Alors, troisième dynamique de changement, c'est ce qu'on appelle un renforcement de l'interpellation citoyenne. C'est-à-dire que quand on regarde finalement la politisation de l'intercommunalité, elle vient plus de l'extérieur du personnel politique, des associations, de la société civile organisée, qu'elle n'est endogène. Alors on a le monde de la démocratie participative et de la participation, hein, qui est assez présent, hein, qui finalement amène l'idée que la démocratisation locale, elle doit passer par la politisation de l'intercommunalité. Mais il y a eu aussi des vraies dynamiques citoyennes, hein, alors plutôt à gauche, avec le retour du municipalisme. Alors le municipalisme, c'est pas forcément le communalisme dont vous parlez, c'est-à-dire l'idée qu'il faut repolitiser l'échelon local avec un discours un peu autogestionnaire, un peu bon voilà, ça fait penser un peu au discours des années 70 de repolitisation du local. Et donc, dans les listes citoyennes, il y a très clairement l'idée que voilà, il faut faire de la pédagogie. Donc là, c'est sous l'angle de la pédagogie qu'il y a politisation aussi. C'est-à-dire que globalement, les listes citoyennes organisent des réunions pour essayer d'expliquer aux citoyens ce qui se joue dans les intercommunalités, essayer d'être didactiques sur leurs documents électoraux, etc., etc. Alors ensuite, les associations environnementales, hein, qui politisent, et le monde économique. Alors ça me paraît aussi un aspect assez intéressant. Donc la société civile qui s'approprie des thématiques, hein. On a le MEDEF à la MEL de Lille, le MEDEF de Meurthe-et-Moselle pour la métropole du Grand Nancy, on a le Cercle de Lyon à Lyon ou la Fédération du BTP, on a les universités qui produisent des textes, qui produisent des cahiers, qui interpellent les candidats pour leur demander de se positionner sur ces enjeux. J'ai dit tout à l'heure globalement qu'on les programmes sont assez peu présents, alors sauf pour certaines forces politiques, mais on a eu des cas où en fait la politisation est très forte. Je pense par exemple au cas de Nantes avec Johanna Rolland. Hein. Johanna Rolland à Nantes, son programme à la métropole et son programme municipal, ils sont aussi importants les deux. C'est-à-dire que globalement, elle joue très clairement la carte de la présidente de la métropole. Elle se met en scène dans sa commune comme présidente de la métropole, et on voit très bien que c'est une ressource pour elle qui est opposable à ses adversaires. Alors, et puis, autre élément sur ces enjeux plus explicites, c'est qu'on a vu, alors ça c'était notamment flagrant dans cet entre-deux tours très particulier qui a duré 2 mois, hein, dans la plupart des métropoles, c'est que globalement les négociations entre listes, entre les 2 tours, ont souvent achoppé sur les enjeux intercommunaux. Il y a cette idée que finalement, dans les négociations de 2e tour, la question de l'intercommunalité, même si elle est, donc c'est plutôt un enjeu qui est propre au jeu du personnel politique et assez peu publicisé, elle devient présente.
un des enseignements de ces élections municipales, identique d'ailleurs à celui des élections départementales et régionales, c'est l'extrême stabilité des positions locales. Et donc du coup, peu de logique de confrontation partisane. Hein. On a parlé d'un certain nombre de ruptures dans le consensus intercommunal à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière, globalement, c'est la continuité qui prévaut. Avec quand même une légère progression de la gauche, hein, quand on regarde les rapports de force, hein, sur les 22 métropoles, on était à 11 métropoles de gauche en 2014, c'est 15 aujourd'hui, hein, ce qui d'ailleurs, hein, sociologiquement, est assez intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on a évidemment aujourd'hui la gauche écologiste et socialiste, c'est un phénomène qui devient quasiment uniquement métropolitain. Les Verts sont dominants dans les villes-centres des métropoles, beaucoup moins dans les périphéries, et donc il y a un phénomène d'éco-gentrification, c'est-à-dire qu'en gros, on est un entre-soi écolo de plutôt de catégorie aisée, diplômée, progressiste, et donc finalement qu'on ait une espèce de logique territoriale où, certes, les Verts dominent dans les métropoles, mais évidemment vont accentuer peut-être, et ça sera bénéfique pour eux électoralement, ce phénomène de segmentation géographique. Donc, qu'est-ce que nous dit le cas lyonnais? Donc là, on a deux collègues, Stéphane Cadiou et Clément Desrumeaux, qui ont vraiment travaillé, mais approfondi sur Lyon. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne quand on donne la possibilité aux électeurs de voter deux fois? Hein, est-ce que cet exemple est engageant pour la suite? Est-ce qu'il donne envie de procéder de la manière suivante à venir? Il y a eu une autonomisation de la Seine métropolitaine et en même temps, on n'est pas complètement sorti de la municipalisation. Hein, et donc, on est dans une situation un peu intermédiaire. Alors, autonomisation, déjà, et vous le savez bien, parce que la compétition, très clairement, elle a été au moins autant du côté de la métropole que de la ville. Bon, déjà, concrètement, le fait que Gérard Collomb et le président sortant se présentent à la métropole et pas à la mairie a contribué à acter ce déplacement stratégique du pouvoir. Une élection aussi très disputée, puisqu'en fait, en gros, hein, il y avait 150 sièges en jeu, il y avait 1500 candidats à la métropole, 2000 du côté des élections municipales, donc 1500 candidats, c'est beaucoup. 9 listes en moyenne par circonscription. Hein. Il y avait 14 circonscriptions sur la métropole lyonnaise. Et donc, globalement, très clairement, en point de vue des enjeux, les enjeux ont été fortement métropolisés. Pour autant, ça c'est resté au moins autant une élection municipale à moitié. Enfin, il y a une autonomisation partielle. Hein. Globalement, d'abord, il y a un phénomène qui a contribué à l'interdépendance des élections, c'est qu'on pouvait être candidat des deux côtés. Hein. On ne peut pas cumuler les exécutifs des deux côtés, mais la stratégie en fait, des élus, ça a été, pour sécuriser aussi leur position électorale, d'être candidat des deux côtés. Hein. Donc, ce qui évidemment crée une forme de confusion, hein, ou au moins d'interdépendance. Ensuite, il y a des enjeux de campagne aussi. Il y a des enjeux de campagne. Les règles de financement des campagnes faisaient que les campagnes municipales étaient mieux remboursées que les campagnes intercommunales. Qui fait entre les deux tours, il y a eu des situations d'alliance assez confuses. C'est-à-dire que globalement, vous pouviez être au niveau de la métropole d'accord avec des forces politiques avec lesquelles vous étiez en concurrence au niveau des élections municipales. Et donc, cette dissociation des logiques d'alliance a évidemment nui à la lisibilité du contexte électoral. Et enfin, dernier élément très intéressant, étudié par mes collègues, c'est la participation. Hein, la participation, on a plus voté aux élections municipales qu'aux élections métropolitaines. Alors, pas énormément... 1 ou 2 points de moins. Mais globalement, les citoyens ont participé plus, alors même que c'était dans le même bureau de vote. Hein, c'est-à-dire parfois, ils votaient pour les élections municipales, ils ne votaient pas pour les autres. Et puis, l'élément aussi important, c'est que quand au deuxième tour, mais ce qui a été plutôt minoritaire, il n'y avait plus d'élections municipales, les gens ont nettement moins voté aux élections métropolitaines. Il y a un effet puissant
hein, des changements de règles du jeu institutionnel. C'est-à-dire que quand on donne le pouvoir aux citoyens de participer, ils s'en saisissent. L'offre politique suit, les programmes se déplacent à l'échelle intercommunale et donc globalement, hein, même si ça n'a pas eu les effets d'éviction de l'élection municipale que certains, mais à mon avis de manière un peu présomptueuse, pouvaient anticiper, l'effet de cette élection directe a été assez puissant. Aujourd'hui, notre modèle démocratique territorial, à l'issue de cette séquence d'élections, d'abord municipales, intercommunales, départementales, régionales, hein, donc depuis un an, le personnel politique local a été complètement renouvelé. Bon, voilà, il faut être lucide. Jamais des élus locaux n'ont été aussi mal élus dans l'histoire de la République. C'est absolument évident que même si l'abstention aux élections intermédiaires obéit à des logiques qui dépassent le cadre local, il est évident qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau d'illisibilité, de méconnaissance, de confusion au niveau local qui ne peut plus durer. Si relance mise à l'agenda de la démocratisation de l'intercommunalité il y aura dans les années qui viennent, ça viendra d'une réflexion plus globale. Hein. C'est-à-dire que je pense que la question aujourd'hui de la dédémocratisation de l'intercommunalité, de la sanctuarisation de l'intercommunalité dont je parlais tout à l'heure, elle ne peut pas se régler simplement. Elle peut sans doute s'inscrire dans une réflexion plus globale, hein, sur la démocratie territoriale, bon, angle sur lequel la décentralisation, la réforme territoriale, angle que ces politiques de réforme méconnaissent. Hein. Globalement, on sait très très bien, depuis des années, les politiques de réforme territoriale n'intègrent pas la problématique démocratique. Hein. Donc dans ce contexte, la perspective d'une démocratisation de l'intercommunalité semble s'éloigner. Voilà, je termine là-dessus. Je pense qu'elle ne sera remise à l'agenda que dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la démocratisation territoriale, et qu'aujourd'hui, face à la montée de l'abstention, et j'espère que voilà, ce constat, ce discours de sidération sur l'abstention qu'on a entendu au moment des élections ne va pas très très vite s'effacer. Et je pense qu'il faut un peu entretenir ce discours, parce que c'est aussi cette défiance ou cette indifférence d'une partie des citoyens à l'égard de la politique locale qui doit être un levier pour réformer démocratiquement l'intercommunalité. Voilà, je vous remercie de votre attention.